C'est l'heure du rendez-vous extra-naturel avec Terra Cultura. Comme chaque semaine, tous les lundis, nous épluchons un article, l'article de la semaine qui est mis en ligne sur le site Terra Cultura, le magazine en ligne associatif indépendant dédié à la nature et aux traditions et à l'environnement. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Damien Lafont, le rédacteur en chef de Terra Cultura. Bonjour Damien. Bonjour Frédéric. Alors la semaine dernière, nous étions avec Svetlana Markov, c'est votre correspondante en Australie. On parlait rodéo, de la tradition du rodéo. Et cette semaine, nous avons rendez-vous sous l'eau avec vous, Damien. Vous nous emmenez à la découverte des gorgones. Alors, quand j'ai vu, parce qu'on prépare un petit peu les choses en amont, et vous m'avez envoyé un pré-article qui parlait des gorgones, et je me disais, mais je connais ce nom, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je connais le nom de gorgone? Ça m'est pas inconnu. Et en fait, j'ai fait un amalgame parce que les gorgones, ça parle aussi, on les retrouve dans la mythologie grecque. Et c'est plutôt en fait à ça que je pensais. Une des gorgones les plus connues de la mythologie grecque, c'est Médusa, qu'on reconnaît avec ses serpents qui lui sortent de la chevelure comme ça. Elle avait le pouvoir de pétrifier quiconque croisait son regard. Mais alors là, pas du tout. On part à la découverte d'une gorgone. Alors au prime abord, quand on la voit et que vous m'avez envoyé les premières photos, je me suis dit tiens, ah ouais, c'est une plante marine. Et en fait, pas du tout. Non, pas du tout. On a l'impression, oui, que ça ressemble à une plante, ça fait partie du règne végétal, mais pas du tout. En fait, c'est bien un animal. Et on parle d'une gorgone en particulier, c'est la gorgone pourpre qu'on retrouve en Méditerranée, donc ça s'appelle Paramuricea clavata. Et c'est vraiment une gorgone qui est endémique de la mer Méditerranée, qui fait partie d'une famille qui s'appelle aussi la famille des cnidaires. Et dans cette famille, on retrouve d'ailleurs les méduses. On retrouve aussi les anémones et puis certains coraux qui ont les mêmes caractéristiques que cette gorgone. Donc en fait, on ne s'en rend pas compte, mais c'est une famille qui est très large et on la retrouve dans notre mer Méditerranée. Alors voilà, où est-ce que vous étiez pour tourner ces images? Alors on les voit en même temps, je les présente, je présente votre article à l'écran. Si vous voulez commenter, là, j'ai donc on a une espèce de plante, là on la voit bien, qui ressemble à un arbre. D'ailleurs, alors il y a plusieurs variétés. Vous vous dites, là vous vous êtes intéressé à la gorgone pourpre, vous dites, gorgone, Pourpre, il y a la exactement. gorgone noire, il y a la gorgone bleue, la gorgone éventail. Donc c'est un organisme que vous dites carnivore. Comment il se développe? Comment ça vit? Alors, ça vit par colonie, c'est-à-dire qu'en fait, sur chaque branche qu'on peut voir, il y a des, voilà, comme sur l'image qu'on voit, il y a une petite branche avec, par bourgeonnement, en fait, des polypes. Et chaque polype c'est un animal qui est filtreur, va filtrer, attraper, grâce à ces petites tentacules, en fait, des animaux en suspension, donc du zooplancton. Et chaque partie va nourrir, en fait, la colonie et va grandir. Alors là, ce qu'on voit à l'image, ce sont des œufs de gorgone, c'est-à-dire que tous les ans, à peu près au mois de juillet, on a donc voilà, la reproduction des gorgones. Alors c'est tout petit. Et pour les images, on a tourné ça à l'époque, c'était dans les Calanques de Marseille, qui est assez connu pour ces colonies de gorgones. Mais il y en a partout en Méditerranée. On ne les trouve pas forcément en bord de mer. Et, faut descendre un petit peu, hein. Ça se trouve plutôt aux alentours de 20 mètres jusqu'à 100, 120 mètres de profondeur. Alors moi, je ne suis pas allé jusqu'à Ah oui, 120 mètres de il faut profondeur. descendre alors, oui. Donc Faut on est à descendre. combien de kilomètres des côtes ou combien de mètres? Je sais pas. On n'est pas forcément loin, ça va dépendre du relief marin, mais dans les calanques de Marseille, on peut être à 1 kilomètre des côtes ou même un peu plus proche. C'est simplement que le relief va faire que ça tombe et on va être sur un substrat rocheux. C'est là où vont se placer en fait les colonies de gorgones pour pouvoir s'agrandir chaque année. On n'est pas très loin, mais il faut descendre un petit peu à partir de 20 mètres de profondeur. Et c'est souvent sous des cavités proches de grottes. Il faut qu'il y ait des conditions de lumière qui soient optimal, mais pas trop non plus. Il faut qu'il y ait un peu de courant aussi pour que ça puisse emmener avec le courant de quoi nourrir les gorgones. Donc voilà, ça peut descendre jusqu'à aussi 120 mètres de profondeur, et puis à partir de 120 mètres et plus, ce sera d'autres espèces. Voilà. Alors, quand vous dites une qualité de lumière pour qu'elle se développe, c'est quoi? Il faut qu'il y ait beaucoup de lumière ou pas beaucoup, justement? Pas Parce que trop je non vois plus. là sur vos photos, vous avez une assistance d'éclairage. Exactement, ouais.
tout à fait. Donc, Ouais, vous on dites se, beaucoup, pas beaucoup? pas trop non plus, faut pas que ce D'accord. soit trop, voilà, parce que c'est pas non plus, c'est pas une plante, hein, c'est vraiment un animal, donc on pourra en parler après dans le podcast, mais vous allez voir qu'en fait les conditions climatiques jouent vraiment un rôle important. Pour la propagation de l'espèce. Donc, nous, pour le bien des images, en fait, on a utilisé du matériel adapté. Donc là, c'était des petits appareils photo dans des caissons et on utilise un flash ou une lumière en plus pour avoir la couleur réelle. Si jamais on n'avait pas ces lumières, on aurait des photos un peu plus violettes encore. Avec la profondeur, plus on descend, moins on a de lumière. Donc forcément, on n'a pas le même rapport qu'à la surface. Alors, elles ne vivent pas seules, elles vivent dans une communauté. Est-ce qu'on pourrait parler, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a du corail? Est-ce qu'on est vraiment dans la famille des coraux? J'ai l'impression que ça se développe un peu de la même façon, non? Oui, c'est le même principe, c'est simplement que c'est l'espèce qui est comme ça. Il y a d'autres coraux, hein, comme le corail rouge qu'on retrouve aussi en Méditerranée, qui lui va être vraiment en dessous, en dessous les roches, qui est un peu plus dur aussi. Il y a des corails, des coraux mous, il y en a des durs. C'est vraiment, on se rend pas compte de tout ce qu'on peut avoir sous l'eau, mais il y a un nombre effarant d'espèces animales qu'on n'imagine pas. Alors, ça vit avec d'autres animaux autour. Alors, il peut y avoir des étoiles de mer, il peut y avoir aussi des poissons. Forcément, il y a plein de choses, quoi. En Méditerranée, on a comment? Un écosystème vraiment particulier. Et puis, on a du coralligène. Donc, c'est une algue rouge qui va créer une espèce de roche, un substrat dur, où va pouvoir aussi se placer la gorgone, Paramucera clavata. Donc, ça Donc, veut c'est dire vraiment spécifique à la Méditerranée. qu'en Méditerranée, on a des coraux. On a Exactement, ouais, ouais. ces animaux qui se développent et qui vivent. C'est un Voilà. milieu marin qui est quand même, on en entend parler à cause du réchauffement climatique, de la disparition des coraux. C'est donc un écosystème fragile. C'est très fragile, ouais, ouais. Euh, en fait, là, comme, je sais pas si vous avez vu le petit bourgeonnement qu'on a de cette jeune gorgone, mais ça a une croissance lente de 1 à 5 cm par an. Donc, c'est vraiment très lent. On peut tomber sur des gorgones qui font 1 mètre. Donc, je vous laisse imaginer le nombre d'années. Ça peut être 30, 35, 40, jusqu'à plus, quoi. Et oui, le réchauffement climatique peut avoir des effets néfastes. Alors pas que, il peut y avoir aussi une mauvaise qualité d'eau. Si on se trouve aux abords d'un port ou d'un endroit où il y a des courants, ça va leur amener forcément des mauvais nutriments, etc. Et puis après, il y a les pressions, on va dire, humaines avec les ancrages des bateaux, Voilà, c'est ça, le hein. passage des C'est plongeurs ce que je et voulais plein qu'on de choses. aborde, c'est-à-dire que il y a cette fragilité due au climat, mais il y a aussi des mesures de protection qui sont prises parce que l'homme a différents leviers d'action, on va dire, pour détruire sa planète. On se protège et vous expliquez dans l'article que vous avez mis en ligne ce matin que on se protège de l'ancrage sauvage des bateaux, c'est ça, c'est ce qui détruit les fonds marins? Ouais, exactement. Alors, c'est pas que pour les gorgones, mais pour plein d'autres espèces animales. C'est relativement connu aussi avec les herbiers de Posidonie. Ce sont des plantes qui vont pousser, on va dire, au sol. Et là, c'est moins profond. Et forcément, au moment où il y a, on va dire, euh, le tourisme de masse dans les endroits voilà, qui sont, entre guillemets, protégés aussi, pas forcément assez, juin, juillet, août, septembre, il y a beaucoup de gens qui vont prendre leur bateau et puis qui vont ancrer et laisser traîner les ancres au fond de l'eau. Et ça fait des ravages. Donc, il y a eu des mesures qui ont été prises, par exemple dans les calanques de Marseille, mais aussi, moi j'habite là dans le sud, à côté de Bagnols-sur-Mer, où il y a des parcs marins protégés, où on a interdiction de s'approcher ou d'ancrer ou de trouver un moyen différent. Mais pas que, il y a aussi les plongeurs. Si vous plongez l'été aux abords de grandes stations balnéaires françaises, vous allez voir un nombre de plongeurs et de bateaux, c'est énorme. Donc un coup de palme, on le dit assez régulièrement aux plongeurs, on regarde avec les yeux, on touche pas enfin on touche avec les yeux, pardon, et on essaie d'être le plus loin possible parce qu'il peut y avoir aussi du courant. Le courant peut nous pousser vers les parois rocheuses et c'est là où on peut faire du mal à la vie marine, quoi. Un coup de palme, ça casse une branche. Si vous cassez, allez, 10-15 cm, vous avez, euh, vous avez fait partir 15 ans de vie, quoi. Alors, quand j'ai pris conscience que la Gorgone n'était pas un mythe,
Non. Euh, je me suis souvenu de ma tendre enfance où ma mère m'avait acheté un poisson rouge avec son aquarium et à l'intérieur, il y avait un arbre. C'est en lisant votre article en fait que je me suis aperçu que ben, cet arbre c'était une gorgone donc morte. Mais j'ai regardé après par curiosité. Les gorgones sont en vente sur Internet. Elles sont en vente sous leur forme morte, c'est-à-dire parce que c'est un peu le surnom qu'on leur donne d'ailleurs, l'arbre des mers, et sous leur forme vivante parce qu'elles sont belles et que ça orne très bien un aquarium marin. Est-ce que ça, c'est aussi un danger, cette exploitation de décoration d'aquariophiles? Bah, ça, c'est évidemment un danger. C'est comme tout ce qui concerne les coquillages et tous les animaux qu'on retrouve sur la plage qui sont, on va dire, morts. En général, ils auraient tendance à mourir à cause de conditions climatiques. Une tempête qui pourrait créer voilà, un courant trop fort et décrocher les gorgones, auquel cas, on va dire que c'est la nature qui a fait son travail. Et on peut voir échouer des animaux marins qui vont sécher. Alors pour la gorgone, ça va se calcifier. Donc c'est ces choses-là qu'on va retrouver après en aquariophilie pour décorer par exemple oui, les petits aquariums des particuliers. Si jamais il y a un business qui se tourne autour de ça, effectivement, oui, c'est s'il y a de la pêche et qu'on va casser volontairement ou prélever volontairement en mer des animaux marins, oui, forcément, ça a un impact direct, quoi. Ce qu'on retrouve pas trop en France encore, et encore que pour certains endroits, comme je parlais tout à l'heure de ce corail rouge qui a été utilisé il y a des années pour faire des bijoux. Ça se faisait encore, ça se fait encore en Corse, ça se fait encore beaucoup en Sardaigne. Il y a des magasins où on trouve énormément de coraux et vous avez les plongeurs qui vont aller les prélever en pleine mer, quoi. Donc ça, oui, inévitablement, c'est un impact direct. Donc on va dire qu'en règle générale, en France, et je pense en Europe, c'est assez cadré. Mais si vous allez dans les pays, on va dire, plus tropicaux, par exemple, moi je parle vraiment de l'Indonésie parce que j'y suis une grande partie de l'année, mais on retrouve clairement de la vente oui, de coquillages, d'étoiles de mer séchées, et même dans des grandes villes. Ça fera le sujet d'ailleurs prochainement d'un article sur Terra Cultura. Mais de marché aux noix, on va retrouver dans des endroits qui sont à des kilomètres, des heures de la mer, des poissons clowns, des poissons tropicaux, des hippocampes, des coraux qui ont été prélevés directement et qui se vendent à des prix dérisoires pour les aquariophiles, quoi. 1 euro le petit poisson clown. Bon, bah voilà, les gens savent pas trop comment ça fonctionne. Ils vont le mettre dans un aquarium, il va mourir au bout de 2, 3 jours, et puis on en rachète un pour pas cher, etc., etc. C'est un business qui est lucratif, quoi. Ouais, c'est ça. Donc cet article à lire sur le site terra-cultura.com avec une vidéo que vous avez tournée, qu'on peut voir sur votre Instagram et certainement sur votre page YouTube. Donc voilà, moi j'ai découvert, hein, c'est beau. Oui, Je ne savais pas qu'on on avait alors j'allais dire une plante une fois de plus, mais c'est pas une plante. Cet animal rare est beau à voir dans nos rivages français, sur nos côtes françaises. Donc c'est à lire sur Terra Cultura. Je voulais aussi parler de quelque chose que vous avez mis en route sur votre site internet. C'est une petite nouveauté. Vous avez ouvert une page podcast. exactement. Alors, elle était initialement proposée sur YouTube, et donc on a pu lancer sur une chaîne de podcast qui va rediriger après les podcasts sur d'autres plateformes, une chaîne podcast avec des interviews de passionnés. Donc, on a commencé notre première interview avec Henri Oslos, un photographe animalier euh, qui a fait de magnifiques ouvrages. C'est très intéressant. Et puis, on va retrouver plus tard eh bien, des passionnés, des chercheurs, des scientifiques, des personnes qui sont intéressées aussi, qui sont spécialistes de nos thématiques, donc nature, culture, environnement. Donc lui, Henri Oslos, il vous parle de quoi? Mais il nous parle c'est assez intéressant parce qu'il a plusieurs dizaines d'années de photographie derrière lui. Et il nous raconte un petit peu comment il a commencé la photographie animalière il y a une quarantaine d'années, presque ou plus en fait, avec le matériel d'avant, et aussi le changement d'équipement avec le temps, et puis comment ça fonctionnait pour travailler avec des éditions à l'époque.
et maintenant. Donc, c'est assez intéressant de voir que nous, nouvelle génération de photographes, on a du matériel assez coûteux quand même et qui fait vraiment le boulot, on va dire, en presque tout automatique. Et avant, il y avait quand même ce système avec les pellicules, les objectifs qui n'étaient pas forcément comme on a maintenant, mais que malgré tout, il y avait des images sensationnelles et qu'ils partaient partout dans le monde pour aller photographier la nature et nous rapporter ça dans les magazines qu'on connaît maintenant. Voilà, c'est ça, hein. Pour l'avoir écouté un peu, je suis pas allé jusqu'au bout, hein, de l'interview, mais parce que c'est quand même une interview destinée aux, j'allais dire presque aux professionnels, ou en tous les cas à ceux Aux amateurs. oui, Ouais, qui ouais, s'intéressent exactement. à la photographie. Vous avez un langage un peu technique, et on voit que en fait, effectivement, comment dire, les usages ont la peau dure parce que il a du mal à se débarrasser de son matériel et de sa façon de procéder, hein. Chaque génération Ah, c'est agit à ça, sa ouais. façon. Exactement. Mais c'est intéressant parce qu'on voit que ça fonctionne encore et moi, je vous invite à aller regarder ce qu'il a fait parce que c'est quand même, je crois, une trentaine ou une quarantaine d'ouvrages sur la nature en France ou à l'étranger. C'est formidable. Voilà, merci Damien pour cet entretien hebdomadaire avec notre site Proxima. Tout ça, c'est à retrouver, hein, si vous voulez écouter ce podcast. Il fait 37 minutes. C'est destiné effectivement aux amateurs de photographie qui s'intéressent aux techniques de la photographie animalière. C'est ce que vous faites aussi régulièrement en nous expliquant. On l'a effleuré, je pense qu'on en parlera la prochaine fois que vous partez en plongée. Quel matériel vous utilisez pour aller plonger? Vous nous avez dit que vous mettiez ça dans une petite boîte en verre, mais ou en plexiglas. Voilà, tout ça s'explique. Il y a des techniques et c'est ce qu'on peut retrouver dans ces podcasts que vous mettez en route sur le site Terra Cultura. Et puis, des belles photos de gorgones, et non pas de la gorgone grecque, Non? mais de cet animal marin que l'on peut retrouver au large des calanques de Marseille, donc en France. Et Merci Damien. partout en Méditerranée, il ne faut pas l'oublier, parce que la mer Méditerranée, elle couvre une zone assez importante Elle est et c'est vaste, vraiment oui. Oui, oui, très mais vaste. moi je suis fier de savoir que ça, c'est protégé au large de nos côtes aussi. Parce que je ne sais pas du tout Exactement, quelles sont les mesures que les autres pays prennent. En tous les cas, je suis content de savoir que ça existe et qu'on a ça à protéger dans notre environnement. exactement. La semaine prochaine, est-ce qu'on vous avez une idée de quoi on parle sur Terra Ah, Cultura? ouais, j'ai une idée. On sait déjà qu'on va parler du singe crabier. Donc, c'est les macaques qu'on voit en zone tropicale et qu'on retrouve dans plein d'endroits du monde, qui sont parfois coquins, parfois espiègles, mais qui sont aussi amenés à être proches de l'homme et parfois se rapprocher des villes pour subvenir à leurs besoins. Donc, on va revenir voilà, sur cette espèce animale. Alors, Et puis, crabier, parce qu'ils mangent des crabes? bah, ils ont coutume d'aller jusque la plage en général et de manger des coquillages, des crabes et des fruits de mer, on va dire. D'accord. Et ils mangent de tout aussi, hein. Oui, Ils ils viennent piquent chercher, ils viennent piller les poubelles, c'est ça. les On va pas trop poubelles, en dire, hein. mais on dit pas trop. C'est à découvrir la semaine prochaine, sur Terra Cultura, et puis on en parlera sur Proxima. Voilà, et puis à venir, je sais qu'il y aura un reportage qui a été préparé en Australie une nouvelle fois. Restez avec nous. À très bientôt, Damien. À très bientôt. Merci, Frédéric.